OK. Qui est en France, qui dans le fond, vendent beaucoup d'informations, de publications sur la permaculture. Et je trouvais que la façon que c'était résumé et présenté, en 40 minutes, on fait vraiment le tour. Ça donne une bonne idée de c'est quoi la permaculture. Donc, il va y avoir une introduction, il va y avoir une vidéo sur la permaculture, sur l'éthique en permaculture, sur les principes, sur votre contexte, votre design de la permaculture et les stratégies, techniques et outils de la permaculture. Et par la suite, je pourrais donner quelques petits exemples sur la permaculture, des informations au niveau de la littérature et une période de questions là, à la fin. Donc, pour commencer, je vais aller tout de suite sur le site Permaculture Design en France pour débuter. Je vais commencer avec la première vidéo. Bonjour à vous, je suis Benjamin Broustet, membre de l'équipe du bureau d'études Permaculture Design. Un grand merci à vous pour l'intérêt que vous portez à notre travail et puis bienvenue donc dans cette série de vidéos. La permaculture, c'est un concept fascinant qui ouvre des potentiels très importants pour non seulement construire un monde plus respectueux de la planète et des humains, mais aussi pour vous aider à tendre vers plus d'autonomie, de bien-être, de liberté, chez vous, dans vos lieux, peu importe où vous habitez. Alors à travers cette série de vidéos que vous allez recevoir chaque jour chez vous et que nous vous offrons, eh bien, nous vous invitons à comprendre dans un premier temps ce qu'est vraiment ce concept et vous verrez qu'il va bien plus loin que des techniques de jardinage. Et puis vous découvrirez aussi le potentiel de transformation qu'il a pour le monde et surtout pour vous. Alors assez de blabla, commençons sans plus attendre à entrer dans le monde que vous n'êtes pas prêt de quitter, celui de la permaculture. Bienvenue dans cette vidéo où on va définir ensemble ce qu'est la permaculture. Alors les origines de la permaculture, tout d'abord, eh bien, il faut savoir qu'il y a deux cofondateurs à l'origine de ce concept qui est né en Australie dans les années 70, que sont David Holmgren et Bill Mollison. Et ces deux personnes eh bien, ont fédéré, ont élaboré ce concept à l'issue ou pendant la crise énergétique et pétrolière qui a eu lieu dans ces années-là. Et le résultat de leur travail a été un premier ouvrage qui était Permaculture One, avec une inspiration globale qui était d'ériger la nature comme modèle et puis, bien sûr, d'apporter à ce concept un caractère le plus inclusif possible, puisqu'évidemment, il touche tous les pans, tous les champs d'application que font une société. Alors, la permaculture, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord un objectif, celui que les humains puissent vivre durablement sur cette planète. Et puis, comment remplir cet objectif? Comment faire en sorte que les humains puissent vivre durablement sur cette planète? Eh bien, en concevant des systèmes qui sont non seulement durables, mais aussi efficaces. Des systèmes nourriciers, des systèmes sociaux, des systèmes urbains, etc. Et cette conception, eh bien, elle se concrétise grâce à une méthodologie qu'on appelle le design de permaculture ou le design. Alors, pourquoi est la permaculture le design de ces systèmes efficaces et durables? Eh bien, sachez qu'ils peuvent être appliqués, cette méthodologie peut être appliquée à de nombreuses échelles, à partir du balcon en passant par le jardin, la ferme, la rue, le quartier, la ville, la région, etc. D'ailleurs, une des applications de la méthodologie de design de permaculture au niveau de la ville se trouve être le concept des villes en transition. Vous pourrez regarder, si vous voulez, plus d'informations sur le web. Vous avez aussi des applications à de nombreux secteurs, hein, qu'ils soient bien sûr à commencer par l'agriculture. C'est au centre de nos préoccupations aujourd'hui. Hein, on a besoin d'assurer notre sécurité alimentaire, hein, donc et manger de manière saine, hein, d'assurer notre santé aussi. Donc c'est avant tout le premier des secteurs, mais aussi la vie personnelle, la vie associative, l'économie, les finances, la construction. Hein, tous ces secteurs sont concernés par le design de permaculture. Alors la permaculture et vous maintenant, hein, vous avez certainement un projet qui vous tient à cœur. Si vous êtes ici, quelque chose qui vous fait vibrer. Et quel est l'intérêt pour vous de réaliser un design de permaculture, de faire entrer la permaculture chez vous? Eh bien, ça va vous permettre de mettre en place un lieu, un environnement qui va combler la majorité de vos besoins
tout en favorisant la vie sous toutes ses formes. On parle aujourd'hui beaucoup de l'impact de l'homme destructeur, mais il faut savoir que avec la permaculture, par exemple, l'impact de l'homme peut devenir régénérant, positif, tout en prélevant la majorité de nos besoins dans un environnement. C'est possible. Alors le résultat pour vous, ça va être quoi? Évidemment, ça va être plus d'autonomie, puisque vous allez moins dépendre de systèmes que vous ne cautionnez plus aujourd'hui, que vous ne souhaitez plus soutenir. Ça va être plus de bien-être éventuellement, parce que vous allez produire de la nourriture saine, vous allez vivre dans un environnement abondant, dans un environnement luxuriant, esthétique. Donc c'est évidemment, ça influence évidemment beaucoup sur le bien-être, et puis plus de liberté aussi, évidemment, puisque plus on tend vers l'autonomie, moins on est dans une situation de dépendance, plus on est libre, évidemment. Alors, réaliser votre design, est-ce que c'est facile? En fait, il suffit de suivre pas à pas la méthodologie de design qui a été instaurée par les fondateurs, puis peaufinée ensuite, en vous aidant de ces outils qui sont extrêmement puissants et qui vous aideront à toutes les étapes de votre projet. Quels sont vos besoins pour ce design? Vous avez besoin de connaître et de comprendre tout d'abord les éthiques de permaculture qui sont le cœur du concept. Vous avez besoin de connaître les principes de permaculture qui sont les grandes lois universelles du fonctionnement de la nature. Et puis, vous avez bien sûr besoin de connaître votre contexte, ce qui caractérise votre lieu, votre situation, votre environnement, votre projet. Et puis, on va passer tout ça à la moulinette de la méthodologie de design en permaculture pour déduire des stratégies, des techniques, des outils qui vont vous permettre de concrétiser ce projet que vous avez de manière durable et efficace, la création de cet environnement dans lequel vous allez prélever vos besoins tout en favorisant la nature sous toutes ses formes. Alors, au cœur, comme on l'a dit, de ce concept de permaculture, on trouve les éthiques qui sont universelles. Ce sont vraiment les valeurs qui sont au cœur de celui-ci, les valeurs philosophiques de celui-ci. Ensuite, on va trouver les principes de permaculture qui, eux aussi, sont universels, c'est-à-dire qui sont applicables partout, qui, en fait, sont les grandes lois universelles inspirées du fonctionnement de la nature. Ça forme un espèce de cadre de pensée et des grands principes d'action, en fait. Et puis, enfin, vous allez trouver les stratégies, les techniques, les outils qui, eux, ne sont pas universels. Ils sont extrêmement adaptés à votre contexte, aux conditions locales, aux objectifs que vous souhaitez. Les stratégies étant des techniques qui sont positionnées dans le temps. Bien sûr, votre contexte a une grande importance dans cette conception. Il s'agit de votre environnement au sens large du terme, qui est lié aux objectifs de votre projet, et il est forcément unique. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Okay. Je vais vous présenter maintenant la deuxième vidéo qui parle de l'éthique sur la permaculture. Alors, regardons ensemble maintenant les éthiques de permaculture qui donc sont universelles, comme vous l'avez compris. Déjà, quel est l'intérêt des éthiques? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les éthiques, ce sont des mécanismes issus d'une évolution culturelle qui vont tempérer les égoïsmes instinctifs et qui vont nous permettre bien de mieux comprendre les conséquences qui sont bonnes ou moins bonnes de nos actes. Plus l'humanité aura de pouvoir, et plus l'éthique sera primordiale pour assurer notre survie biologique et culturelle à long terme. Et donc, évidemment, elles vont permettre, par incidence, que vos projets soient durables, bien sûr. Alors, les éthiques de la permaculture ont été inspirées sur la base de travaux de recherche de différentes communautés. Elles sont issues des leçons de peuples qui ont réussi à vivre en harmonie avec leur environnement. Et donc, 3 éthiques principales ressortent des travaux des fondateurs. Être attentif à l'humain, tout d'abord. Être attentif à la terre ensuite. Et redistribuer les surplus comme dernière éthique. Alors, c'est des éthiques qui paraissent simples à énoncer comme ça, mais qui sont compliquées à mettre en œuvre et à de multiples échelles. Alors, on attire votre attention sur l'expression « être attentif à », qui nous place d'abord en situation d'observation avant d'agir. Et ça, c'est une étape primordiale selon nous. En effet, dans de nombreux ouvrages de permaculture, on remarque l'expression « prendre soin ». Or, cette formulation, elle suggère une intervention de l'homme. Heureusement, la nature, elle n'a pas besoin de nous, elle n'a pas besoin de l'homme pour assumer son devenir.
hein, pour assurer sa continuité. Donc ça pose vraiment à ce niveau-là le fait d'être attentif justement à son positionnement en tant qu'humain sur cette planète, en tant qu'observateur, en tant qu'acteur bien sûr, mais tout d'abord en tant qu'observateur. Alors on essaye de vous aider à comprendre hein, dans cette vidéo que nous faisons partie d'un tout. Notre perception du monde aujourd'hui, elle est façonnée par de nombreux conditionnements hein, qui sont issus de l'école, de l'éducation, de la culture, etc. La chaîne alimentaire, par exemple, c'est un très bon exemple. Elle est quasiment toujours représentée sous la forme d'une pyramide, bien sûr, c'est normal puisqu'on a des effets importants, mais on aurait très bien pu penser les choses différemment. Parce que, par exemple, les décomposeurs ne font même pas partie hein, de la pyramide, là, dans le premier modèle. La représentation pyramidale, elle induit des notions de supériorité, alors que les niveaux devraient être cycliques, interconnectés, de manière à comprendre que tout est lié et que tout fait partie d'un cycle. Alors, on va regarder la première éthique maintenant, qui est être attentif à la Terre. La Terre, elle est vivante. Si vous suivez cette formation, vous en êtes déjà convaincu. Chaque fleuve, chaque rivière, chaque forêt représente les sangs, les poumons, la respiration de cet être qui nous héberge. Hein, donc, soyez les plus attentifs à tout ce qui est sur cette planète. Non seulement le visible, bien sûr, le sol, l'eau, les ressources fossiles, etc., mais aussi l'invisible. Ça peut être l'atmosphère, ça peut être les micro-organismes, etc. Hein, aujourd'hui, l'urgence est de repenser nos modes de consommation qui font des ravages en termes d'impact écologique. Donc il est tout à fait possible de vivre très heureux, confortablement sur cette terre, en ayant un impact positif, comme on vous l'a mentionné plus tôt. Ce qui est très important, hein, le focus qu'on voudrait faire aussi, c'est la place de la nature sauvage. Plus on va être capable de concevoir des systèmes qui sont durables, mais surtout qui sont efficaces, plus on va pouvoir laisser de place à cette nature sauvage. Et ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, en Europe, par exemple, il n'y a plus aucun endroit qui n'est pas anthropisé, qui n'a pas subi la main de l'homme. Donc, la nature a besoin de retrouver cette place. Hein. Alors, l'agriculture biologique, naturelle, le jardinage naturel, la gestion écologique de l'eau, la réflexion sur ses façons d'acheter, de se transporter, sont autant de points sur lesquels se focalise la permaculture. Alors maintenant, on va regarder la deuxième éthique ensemble, qui est être attentif à l'humain. Cette éthique, elle représente le besoin d'entente, de coopération pour amener le changement. L'attention à l'humain, ça commence d'abord par soi-même, et puis ça s'étend ensuite à notre famille, nos voisins, notre village, notre territoire. Le défi à relever, c'est celui de l'autonomie d'être, de la responsabilité personnelle, de la responsabilité individuelle. On ne peut pas s'occuper correctement des autres si on n'a pas d'abord fait le travail sur soi-même. Alors, dans cette éthique, on va prendre chaque besoin humain et puis on va essayer de les inclure dans une démarche de soutenabilité. Hein, la permaculture s'intéresse donc à tout ce qui est construction saine pour se loger. On a besoin de se loger, on a besoin de se nourrir, donc évidemment, on sera plutôt dans l'agriculture, dans le jardinage écologique. Et bien sûr, on va s'intéresser à se soigner de manière durable, de manière soutenable, avec des pratiques, là aussi, qui vont dans ce sens. On va aussi tenter de sociabiliser, de prendre soin de soi. Ça veut dire que là, on s'intéresse à la relation à l'autre. On peut bien manger, on peut manger sainement, mais toujours avoir de mauvaises relations ensemble. Donc, on va commencer par s'occuper de soi-même, et puis ensuite de son rapport aux autres. Donc, par le biais de choses comme la communication non violente et des modes de gouvernance novateurs, etc. Et puis, bien sûr, on va tenter, c'est ce qui est captivant dans ce concept, de voir toujours le côté positif des opportunités. Le problème et la solution, c'est un principe de permaculture que vous découvrirez ultérieurement. Hein, et donc, on verra toujours ce côté positif. Et puis, maintenant, nous allons regarder ensemble ce qu'est la troisième éthique, redistribuer ses surplus. C'est tout simplement le fait de prendre ce qui correspond à son juste besoin et de partager le reste ou de redistribuer le reste aux deux premières éthiques. Donc, par exemple, les surplus de fruits gaspillés, de terres agricoles non utilisées, de logements vides pourraient être valorisés. Le temps disponible aussi peut être considéré comme un surplus. Il est évident qu'au-delà d'un certain niveau de confort, on ne gagne pas en bonheur, en consommant ou en possédant plus, malgré la croyance populaire. Donc on peut se concentrer sur les efforts de sobriété qu'on peut faire.
Ça ne nous empêche pas de réaliser nos rêves, nos envies. Hein. De nouvelles pratiques apparaissent, elles permettent, hein, par exemple, le couchsurfing, qui nous permet de voyager en rencontrant des gens sans dépenses inutiles, avec moins d'impact sur l'environnement. Les objets partagés, de quelque nature qu'ils soient, permettent aussi ce genre de possibilités. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je serais prête à prendre une question. Dany, je ne sais pas si tu peux regarder s'il y a du monde qui a des questions sur l'éthique. Moi, vous pouvez les écrire dans le chat si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Donc, moi, j'aurais, pendant que vous réfléchissez à votre question, je rajouterais une éthique importante de ce temps-ci, une parole de Greta Thunberg qui disait « Écoutez la science ». Je crois que dans nos temps tumultueux qu'on vit présentement, je pense que notre contexte, là, on devrait vraiment réfléchir à rajouter dans l'éthique de la permaculture, là, écouter la science, en tout cas. Est-ce qu'il y a une question, Dany? Non, on n'a pas de questions pour le moment, donc les gens les gardent pour la fin, ils sont très disciplinés. OK, ben c'est bon. Continuer, Alain. Donc, on va aller voir maintenant les principes de la permaculture. Allez, dans cette vidéo, on va maintenant voir les principes de permaculture qui sont donc universels, qui peuvent être appliqués partout, comme vous l'avez vu précédemment. Alors, l'origine de ces principes, eh bien, les cofondateurs, Bill Mollison, ont posé chacun leurs principes. Bill Mollison dans Introduction à la permaculture, David Holmgren dans Permaculture, principes et pistes d'action pour un mode de vie soutenable. Et ce qu'on a fait, c'est que nous, on vous les a fédérés dans une suite logique. Ces principes, ils permettent que vos projets soient efficaces et résilients. Pourquoi ils permettent que vos projets soient efficaces et résilients? Eh bien, parce que ce sont des cadres de pensée, des grandes lois universelles issues de l'imitation de la nature. Et la nature, c'est notre meilleur professeur. Alors, on a classifié ces principes en 3 grandes catégories pour que vous puissiez les utiliser, les appréhender au mieux. Vous avez les principes basiques, tout d'abord, vous avez les principes philosophiques, et puis les principes qui sont liés au design, à la conception en permaculture. Alors, les principes basiques, tout d'abord. Eh bien, vous voyez qu'il y a une liste assez importante de principes. On va les regarder un par un, tous ensemble, si vous le voulez bien, et faire une très courte introduction à ceci, parce qu'évidemment, chaque principe nécessite de se pencher vraiment et d'approfondir vraiment chaque notion. Alors, le premier principe, c'est observer et interagir. C'est-à-dire que chaque permaculteur doit avant tout être un observateur et puis ensuite interagir avec son milieu. On n'est pas là pour faire sans conscience, on n'est pas là pour faire sans connaître. Donc, avant tout, on doit être un naturaliste, on doit connaître le fonctionnement de la nature pour mieux travailler avec elle. Collecter et stocker l'énergie. Nous sommes, en tant que permaculteurs, des gestionnaires d'énergie, l'énergie solaire. On va utiliser la gravité, on va utiliser la photosynthèse, les végétaux pour concevoir les systèmes durables qu'on veut créer. Eh bien, collecter et stocker l'énergie est un principe essentiel aussi dans nos actions. Obtenir une récolte, c'est avant tout, hein, avant de se prendre la tête, si je puis dire, eh bien c'est avant tout une priorité. On ne peut pas travailler le ventre vide. Et c'est relativement simple, si on regarde bien, d'obtenir une récolte, notamment avec les plantes sauvages, comme vous l'avez sur cette image, ou alors avec quelques pommes de terre et une poule qui viendra nous aider, une ou plusieurs poules avec ses œufs. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables et biologiques, c'est notre priorité avant d'utiliser des ressources fossiles ou minérales ou autres. Eh bien, on va chercher à utiliser au maximum les services de la nature, hein, les ressources renouvelables. Et là, c'est pour ça qu'on a pris ce petit exemple qui est la coccinelle qui va venir manger les pucerons sur une majorité de nos légumes, par exemple au jardin. Alors, ne pas produire de déchets, c'est vraiment aussi une priorité pour les permaculteurs. Mais on va aller plus loin que ça. On va dire aussi que tout déchet, puisqu'on en produit, hein, évidemment, ne serait-ce qu'en respirant, hein, on expire du CO2, mais tout déchet est une ressource qui est inexploitée. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ce que l'on produit, eh bien, venir créer une nouvelle valeur ajoutée. Hein, ici, on a l'exemple du compost qui est issu de nos déchets, mais qui va pouvoir aussi amener de la fertilité de nouveau sur nos lieux.
Alors, privilégier les petits systèmes intensifs et les solutions lentes. Oui, un petit système va être beaucoup plus productif qu'un système trop étendu que vous ne contrôlerez pas, hein. Tout simplement parce que vous pourriez y porter la plus grande attention et que vous allez l'optimiser au maximum. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important aussi pour les permaculteurs. Et les solutions lentes, c'est la même chose. Utiliser et valoriser la diversité. Évidemment, la diversité, la biodiversité, c'est un but, mais c'est aussi un outil pour concevoir des systèmes durables. Donc on va utiliser un maximum de diversité dans l'ensemble de nos actions. L'effet de bordure, utiliser et valoriser l'effet de bordure. C'est la zone d'interface entre deux écosystèmes. L'écotone, eh bien cette zone-là d'interface, de rencontre entre deux biotopes, entre deux environnements, elle est extrêmement productive. Et dans nos conceptions de systèmes durables, dans nos créations de lieux, eh bien on va vraiment favoriser un maximum cet effet et l'utiliser du mieux possible. Alors un travail à fournir, c'est le résultat d'un besoin qui n'est pas rempli par le système que vous avez créé. D'où l'intérêt et la magie du design, de la conception, c'est que vous allez tenter de créer des écosystèmes cultivés, tenter de créer des systèmes qui vont s'autosuffire par eux-mêmes, c'est-à-dire où vous n'aurez pas besoin d'apporter votre travail. Alors évidemment, ça c'est le but idéal, bien sûr, qu'il y aura toujours besoin d'amener un petit peu de maintenance ou de visite sur vos systèmes, mais on va tenter d'avoir le moins de travail à fournir sur ces systèmes, hein, parce qu'ils vont s'autosuffire au maximum. Et ça, on va le faire par la conception, par le design. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les principes philosophiques, hein. On voit qu'on en a 6. Le premier, ça va être d'intégrer plutôt que de séparer. En intégrant, on a plus de valeur, hein, en sortie de notre système, plutôt qu'en séparant les choses, hein. On a de nouvelles créations qui surgissent de l'intégration plutôt que de la séparation. Le problème est la solution. Bien sûr, il n'y a pas de problème dans la nature. Il n'y a que des situations qui sont dynamiquement, qui évoluent, qui sont réglées. Là, tout simplement, on a l'exemple du Earthship, qui est une habitation qui est construite entièrement à base de matériaux recyclés ou de déchets de pneus, de canettes, de choses comme ça. Le problème, c'est la solution. Ça, c'est la façon de penser du permaculteur. Accepter les feedbacks, les limites et y réagir de manière créative. Que veut nous dire la limace? La limace veut nous dire qu'on est sur un sol perturbé, sur un environnement perturbé. Elle fait son travail de nettoyage ou sur une plante faible en comparaison avec d'autres qui seraient plus fortes à la même saison. Donc tout ça, ça nous apprend des choses. Donc on va vraiment se placer dans cette situation d'accepter les feedbacks et vraiment d'y réagir de la meilleure manière. Comment on peut transformer encore une fois le problème en solution. Tous jardinent dans ces principes, évidemment. Tous jardinent, pas simplement le petit bout de terre qu'on vient d'investir. On va penser aussi à la relation, on va penser à sa propre écologie intérieure. Travailler avec la nature et non contre elle, bien sûr, c'est un des grands principes de permaculture que vous connaissez peut-être déjà. C'est vraiment se mettre dans le sens de la nature, la comprendre tout d'abord, hein, voir son fonctionnement, pour ensuite pouvoir l'accompagner plutôt, hein, faciliter les choses plutôt que de sans arrêt lutter et dépenser énormément d'énergie pour obtenir, pour aller vers nos objectifs. Faire de petites actions pour de grands changements, ça c'est très important, hein. Peu d'intrants pour un maximum de sortants, on pourrait le dire comme ça aussi. C'est par exemple, hein, sur la photo que vous avez, au lieu de tout simplement retourner un sol avant de commencer à cultiver, simplement une couche de carton, un petit peu de terre et un paillis, nous permet de nous mettre en route tout de suite maintenant, au lieu d'avoir eu de grandes dépenses énergétiques à avoir pour se lancer. Ce principe, il peut être reproduit pour de nombreux exemples. Voyons maintenant les principes liés au design. On en a aussi pas mal, on en a 9, hein. Donc on va les regarder un par un. On va partir pour designer, pour concevoir ces systèmes durables, des structures d'ensemble pour arriver au détail. On va toujours partir du global pour ensuite arriver au détail et faire des focus sur des points. D'abord, on va designer l'ensemble de notre jardin ou l'ensemble de notre propriété ou l'ensemble de notre organisation. Et puis ensuite, on va regarder planche par planche, on va regarder zone par zone, hein, petit à petit, et puis on va zoomer comme ça. Un élément remplit plusieurs fonctions qui s'accompagne du deuxième principe. Une fonction est remplie par plusieurs éléments.
Prenons l'exemple de la fonction production de nourriture. Elle peut être remplie par les plantes vivaces, par les arbres, par les fleurs, telles que vous le voyez ici, etc. etc. Hein, donc, à chaque fois qu'on a une fonction à remplir, eh bien, on fait en sorte qu'elle soit remplie par plusieurs éléments. Et puis, on fait en sorte que ces éléments, comme les fleurs ou comme la plante vivace, bien, remplissent, elles aussi, d'autres fonctions. Et qu'est-ce qu'on fait par ce biais-là? Eh bien, on crée des systèmes qui sont résilients, qui sont résistants au choc, qui sont résistants au changement. Voilà, ça c'est très, très important aussi. Conserver l'énergie, alors c'est la recycler, c'est la faire circuler, c'est l'optimiser. Vous voyez l'exemple avec cette maison qui est la maison principale de la ferme de la Goursaline, où on a en présence d'un vrai capteur à énergie, avec ce panneau photovoltaïque, avec cette serre solaire, avec la toiture végétalisée à côté, et puis ces bois, ce bois de chauffage qui est présent aussi, les végétaux multi-étagés qui sont aux alentours. On est vraiment dans l'idée de la conservation de l'énergie au maximum. Hein, on va capter au maximum, et puis ensuite on va recycler cette énergie, on va la faire circuler, l'optimiser, et ce, dans tous les domaines aussi de notre système, de la construction, en passant par la production végétale, etc. etc. Accélérer l'évolution et la succession. La succession écologique, c'est vraiment quelque chose avec lequel on travaille, c'est-à-dire l'évolution d'un lieu dans le temps, avec les différents stades qui vont se succéder. Là, on a pris un petit exemple un peu humoristique pour rigoler un peu quand même. Et donc, du coup, cette succession, on doit la connaître. On doit savoir ce qui se passe chez nous, ce qui va se passer dans le futur, ce qui s'est passé dans le passé. Et puis, ça va nous permettre de travailler vraiment dans le sens de la nature. Chaque élément est placé selon ses relations avec les autres. Ça, c'est vraiment du design. On est en plein dedans. Évidemment, à chaque fois qu'on va placer un élément, eh bien, on va le placer de sorte qu'il soit économe en énergie, hein, que ce soit en déplacement, qu'il soit placé de manière à être le plus efficient possible, le plus efficace possible, et puis placé aussi, bien sûr, de manière à ce qu'il soit le plus productif pour nous possible. Hein, voilà. Planifier l'efficacité énergétique rejoint un petit peu le principe précédent. Ça va être essayer de capter les flux. Hein. Là, on avait une pente dans cette image qui était assez raide à la base. Eh bien, on l'a transformée en terrasse, qui nous permet d'avoir plus d'accessibilité, plus d'efficacité énergétique en contrôlant le flux d'eau, notamment le flux solaire aussi. Et puis, on va vraiment accéder aussi beaucoup plus facilement à ces planches, donc être plus efficace énergétiquement parlant. Commencez au pas de votre porte, c'est vraiment la base aussi de la permaculture. Si vous ne savez pas où commencer, commencez au pas de votre porte, dès la sortie de votre maison, sur le trajet du parking à la maison. Bref, c'est l'endroit où vous êtes le plus efficace. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit que vous fréquentez le plus souvent, tout simplement. Et on peut faire des choses extraordinaires, comme vous le voyez sur cette photo, rien qu'en commençant au pas de sa porte. Et puis, surtout quelque chose de très important qui est souvent aussi un petit peu oublié dans les principes de permaculture qui sont liés au design notamment, commencez petit. Et une fois que vous contrôlez votre environnement, votre petit environnement, eh bien vous vous étendez, c'est valable pour le jardin. Là on prend l'exemple du jardin. Pourquoi? Parce que commencer trop grand peut parfois être désespérant pour certaines personnes. Bon, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas bien, etc. Eh bien, commencez par une toute petite zone, vraiment pour vous entraîner, et puis ensuite étendez-vous. Ça va vous permettre vraiment de progresser tranquillement, sans frustration. Et ça, c'est valable aussi à de multiples échelles. Ce qui est important, comme vous le comprenez dans ces principes de permaculture, c'est de pouvoir les penser à de multiples échelles, à de multiples secteurs. Hein, c'est vraiment toute la force du design, comme on vous l'a présenté précédemment. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dani, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Oui, on a une question d'Elisa qui demande, fait allusion à ce que tu mentionnais tout à l'heure de Greta Thunberg quand tu disais écouter la science. Oui. Ça demande de quelle façon au juste, parce qu'effectivement, on pourrait dire qu'en agriculture industrielle, même Monsanto écoute la science jusqu'à un certain point. Donc, qu'est-ce que tu entendais par là? Oui, disons que ça peut être difficile parce qu'il y en a qui vont utiliser la science à leurs besoins, à leur façon, mais je pense qu'il faut aussi... La science se veut une façon de pouvoir observer et répéter les choses et constater les mêmes choses par d'autres personnes et non pas seulement par un groupe de personnes. Okay, qui revendiquent des choses. Donc, il faut que ça soit, dans le fond, uniformisé. On parle du vaccin,
ben, il y a des tests qui sont faits. Il y a des tests qui sont faits par les différents pays, il y a différentes études. Donc, il faut qu'il y ait une corrélation entre les différentes études à un moment donné. On ne peut pas dire c'est à cause de la science comme qu'on voit dans les annonces publicitaires à la télé, là, à un moment donné. C'est n'importe quoi. Là. On se sert de la science pour vendre des choses là, à n'importe quoi. Là. À un moment donné, je pense qu'il faut avoir un certain sérieux avec la science. Il faut l'écouter, mais écouter ceux qui vraiment utilisent la science comme il faut aussi. Là. Y avait-tu une autre question? Non? C'est sûr que... Oui, on aurait une autre question, Alain. Oui, OK. Oui, vas-y. Demande, dit la permaculture, c'est un jardin qui respecte la nature et petit point d'interrogation. C'est pas juste un jardin qui respecte la nature, parce qu'on parle aussi de plus en plus de permaculture humaine. Quand on regarde l'éthique, les 3 éthiques, là, prendre soin de l'humain, il y a des branches de la permaculture qui vont parler vraiment de la permaculture humaine, donc de l'humain comme tel et non de jardinage. Donc, la permaculture, c'est aussi les habitations, les systèmes sociaux, les systèmes d'énergie, d'argent. C'est une organisation qui est complexe, là. Donc, la permaculture ne se penche pas nécessairement sur juste le jardinage. Elle a commencé avec le jardinage, avec la nature, parce que c'est le premier exemple, c'est le fonctionnement de la nature. On s'inspire de la nature pour essayer de reproduire des systèmes qui sont efficaces, parce que la nature n'a pas besoin de nous autres. Okay? La nature s'est répandue partout sur la planète, donc l'idée, c'est de voir comment ces systèmes-là fonctionnent, les observer. Et c'est un des premiers principes dans la permaculture, l'observation de la nature pour essayer de répéter ces modèles-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait beaucoup de principes, mais à la base, David Holmgren a énoncé 12 principes. Je trouve que quand même, il peut y avoir des redondances un petit peu dans certains de ces principes qu'il présente, parce qu'à la base, David Holmgren, c'est seulement 12 principes. Je vais poursuivre avec la prochaine vidéo, puis je prendrai des questions par la suite. Alors, dans cette vidéo, on va maintenant regarder votre contexte. Votre contexte, il est en fait constitué de 3 sous-contextes, je dirais. Donc, le premier, c'est le contexte de votre lieu. Le deuxième, c'est le contexte réglementaire. Et le troisième, c'est le contexte humain. Alors, regardons un petit peu tout cela en détail. Le contexte de lieu, tout d'abord, c'est vraiment très, très, très important de prendre en considération votre lieu sous toutes ses coutures, que ce soit depuis votre sol, votre climat, bien entendu, hein, qui diffère selon les endroits, qui diffère parfois d'un terrain qui est adjacent à un autre, hein, votre végétation, votre faune, vos ressources, les ressources que vous avez à disposition sur le terrain, ressources naturelles ou autres d'ailleurs, vos problématiques, vos facteurs limitants, pollution, vent, gel, etc. etc. Hein. Et il y a énormément d'autres facteurs à prendre en compte dans votre contexte de lieu. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre contexte est donc unique. Ça veut dire que vous mettrez en place une permaculture qui sera unique sur votre terrain, qui ne sera pas spécialement la même que celui de votre voisin, hein, qui sera vraiment lié, adapté à votre projet, unique comme votre lieu. Vous avez ensuite le contexte réglementaire à prendre en compte, évidemment. Il est très souvent oublié, ce contexte-là, mais vous avez des droits, hein, bien sûr, et vous avez aussi des devoirs chez vous. Il y a des lois, bien sûr, il y a des règlements, des obligations administratives concernant ce que vous faites sur votre lieu, et bien plus. Alors, votre projet, bien sûr, eh bien, c'est un contexte qui peut être plus ou moins contraignant, selon ce que vous souhaitez faire. Et bien sûr, un des contextes les plus importants, le contexte humain, hein, c'est primordial, c'est celui de votre contexte personnel et celui des parties prenantes au projet. Donc, ça va être votre famille, bien entendu, dont il faut tenir compte, évidemment, pour ce que vous souhaitez faire. Les amis, les voisins, qui, bien sûr, entrent en interrelation avec vous. Le temps disponible,
que vous avez pour votre projet, la santé dont vous disposez, et puis le travail, les finances, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous avez à disposition pour vous mettre en marche, et puis le niveau de compétence, bien entendu, d'où vous partez. Donc c'est vraiment fondamental tout cela, et il y a d'autres données aussi qu'il faut prendre en compte dans le contexte humain. Et puis, je dirais que c'est vraiment important de composer avec ce contexte. C'est quelque chose qui fait partie aussi de votre projet, qui est souvent aussi un petit peu mis de côté en se disant c'est mon projet personnel. Non, si vraiment on veut de la durabilité dans le projet, de l'efficacité, encore une fois, il faut que ces données-là soient prises en compte. Et puis bien sûr, quelque chose de fondamental aussi dans ce contexte, c'est la définition de vos objectifs. Comment réussir votre projet si vous ne savez pas d'où vous partez et où vous allez, où vous voulez aller, Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire cultiver? Pour combien de personnes? Faire de la vente? Vous avez un régime alimentaire particulier, etc. Vous souhaitez créer un environnement pédagogique pour un collectif, d'où vous partez, où vous souhaitez aller. Il faut savoir que ça, c'est vraiment quelque chose qui influence directement votre projet et ses stratégies, les techniques que vous allez utiliser, les outils que vous allez utiliser, et surtout, une mauvaise définition de vos objectifs peut entraîner une source d'échec très importante. Dans notre expérience de designer en permaculture au bureau d'études, vraiment, ce qui fait capoter la plupart des projets, c'est un manque de définition des objectifs, un manque de concertation. Le reste suit relativement aisément, mais cette partie-là est vraiment fondamentale. Alors la compréhension de votre contexte est fondamentale. Si vous avez compris que votre projet va être fortement influencé par celui-ci, vous avez vraiment intérêt à aller dans son sens. Alors, plus vous allez le comprendre, plus vos choix seront judicieux. Vous mettez donc toutes les chances de votre côté pour le réaliser et le réussir dans les meilleures conditions. Rapidité, efficacité, économie, bien entendu. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Est-ce qu'il y a des questions, Dany? Oui, on aurait une question de Jérémy qui demande, en termes de productivité, est-ce rentable la permaculture? Pouvons-nous survivre seulement grâce à la permaculture? Bien, c'est une question qui a été posée souvent. Il y a la ferme du Bec en France qui ont eu des études et bon, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Moi, je vous dirais que oui, parce que ce n'est pas de l'agriculture conventionnelle à grande surface, ce n'est pas de la monoculture. Et dans du pied carré, au niveau du pied carré utilisé dans je prends l'exemple de mon potager, c'est beaucoup plus rentable au pied carré. J'ai une meilleure production au pied carré que de l'agriculture conventionnelle qui font pousser des carottes à perte de vue dans un champ. Parce en partant, il faut laisser passer la machinerie des équipements. Tandis qu'en permaculture, ça va être beaucoup plus d'intervention humaine. On va semer beaucoup plus serré aussi pour créer une canopée, empêcher que le sol soit envahi par des mauvaises herbes. Donc, si ta carotte prend plus de place au départ, bien, ça va empêcher les mauvaises herbes. Ça va garder plus l'humidité du sol. Donc, il y a aussi, on peut planter des plantes compagnes avec nos légumes. Donc, moi, je mets des carottes et des oignons ensemble. Un aide l'autre pour la mouche de la carotte et la mouche de l'oignon. Et tout ça dans le même espace. Donc, je fais 2 cultures sur le même pied carré, carottes et oignons en même temps, qui ne se nuisent pas. Donc, oui, il y a de la rentabilité, mais d'un autre côté, il y a beaucoup plus d'opérations manuelles. Mais au niveau de la qualité de vie, de la qualité du travail fait, c'est pas comme dans un champ quand tu ramasses des cocombes à longueur de journée. Comme j'ai déjà fait, moi, des asperges, ramasser des asperges à longueur de journée. Sur une ferme de permaculture, le travail va être beaucoup plus diversifié. Fait qu'il y a des intangibles qui sont difficiles à mesurer, disons. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'était plus un commentaire. Jérémy fait dire merci. Et Elisa disait que ça allait dans le sens de ce que tu disais, Alain, qu'effectivement, moins d'intervention humaine, c'est avec le compagnonnage, moins de fertilisation. Donc, il y a plusieurs frais qui ne sont pas à débourser avec la permaculture, contrairement à d'autres types d'agriculture. C'est ça. Je vais poursuivre avec la prochaine et la dernière vidéo. Donc, vos stratégies, les techniques et les outils.
Allez, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, on va regarder un petit peu la partie stratégie, technique et outils qui sont contextuels. Alors, votre permaculture, c'est quoi? Eh bien, où que vous soyez dans le monde, quel que soit votre contexte, votre climat, votre culture, votre religion, si vous partagez les éthiques et appliquez les principes de permaculture, eh bien, on est bien là-dedans. Vous êtes bien un permaculteur. Mais là où va apparaître une différence entre les différentes permacultures et entre les différents permaculteurs, c'est sur le choix des stratégies, c'est sur le choix des techniques et des outils. Alors, si on récapitule un petit peu, le design de permaculture va être un assemblage des éthiques, des principes de permaculture qui sont universels, et puis on arrive sur votre permaculture, les éléments précis de votre design qui seront votre contexte, on l'a vu, et vos stratégies, vos techniques, vos outils qui seront adaptés à celui-ci. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Alors la permaculture que vous allez donc mettre en œuvre chez vous sera forcément unique. Pourquoi? Parce que votre contexte est unique, chaque contexte est unique, hein, on le redit, même votre voisin a un contexte différent du vôtre, votre situation est unique, votre analyse aussi sera unique, ça c'est évident. Et donc vos choix seront uniques par incidence. Puis, vos valeurs, vos sensibilités vont jouer aussi hein, dans vos choix, bien entendu. Hein. Ils ont une importance capitale sur ceci et la composition de votre design de permaculture et de votre installation. Donc, il va falloir connaître vos curseurs sur chaque sujet ou choix à opérer. Le temps disponible, le coût, la rapidité, les ressources que vous avez déjà, les limites et les facteurs limitants de votre projet ou de votre terrain, les connaissances, l'aide nécessaire, etc. etc. Il faudra jauger un petit peu tout ça pour voir un petit peu où vous en êtes. Et puis donc du coup, les stratégies, les techniques et outils que vous allez utiliser vont être adaptés à votre contexte et à vos objectifs. On insiste vraiment sur ce point. Pourquoi? Parce que il y a énormément aujourd'hui de reproduction de techniques vues sur Internet, que ce soit la butte, que ce soit d'autres techniques de permaculture qui ont été mises en œuvre dans un autre lieu ou lues dans un livre qui correspond à un climat ou à une situation donnée. Et on s'aperçoit comme par hasard que ça ne fonctionne pas chez nous. On ne peut pas reproduire des techniques parce qu'elles sont sans réflexion en tout cas hein, et analyse de votre part parce qu'elles ne sont peut-être pas adaptées à votre situation. C'est pour ça que parfois on arrive à l'échec. Donc ce qu'on veut, nous, c'est que vous vous autonomisiez dans vos choix techniques et stratégies. Même si, évidemment, il y a certaines techniques qui sont un petit peu passe-partout, car elles sont très efficaces, comme par exemple, on parle de la baissière ou de la swale, qui permet d'infiltrer de l'eau sur la courbe de niveau et de régénérer des territoires, ou les buttes de culture, ou les plates-bandes surélevées, tout du moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que certaines buttes ne sont pas toujours adaptées à certains milieux. C'est vraiment important de le savoir. Donc ça corrobore vraiment ce qu'on vient de dire dans cette vidéo. Le tracteur à poules reste aussi une technique qui est relativement, ou le tracteur mobile, hein, le poulailler mobile, reste relativement pratiqué facilement un peu partout. Alors vos outils, les outils que vous allez utiliser, acheter, louer ou construire, seront eux aussi calés sur vos envies et vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'outils manuels? Est-ce que vous avez besoin ou envie d'outils mécaniques pour peut-être régler certaines problématiques ou faire certains travaux sur votre site? Ça, c'est votre analyse et c'est vos envies en fonction de votre contexte qui doivent dicter vraiment vos choix. C'est très important. N'oubliez pas que la bonne solution, c'est la vôtre en relation avec votre projet. On se retrouve sur une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Donc, j'avais des choses peut-être à vous montrer de ma présentation. J'ai fermé mon PowerPoint tantôt. C'est pas long, OK. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est mon expérience que j'ai faite, dans le fond, à une... Oups, excusez, on arrive. J'ai fait mon expérience en permaculture sur une ferme à Saint-Lin, ici au Québec. On voit une ferme, une serre qui a été faite avec anciennement du matériel recyclé, okay, qui permet, dans le fond, d'avoir des températures intéressantes, même l'hiver. Okay? C'est une serre qu'on appelle de style Earthship.
Donc, on a des modèles ici déjà au Québec de permaculture là, au niveau de la région même. Regardez ici, le design, ce n'est pas une serre traditionnelle comme qu'on voit d'habitude, ça a été récupéré avec des pneus. Et tout le côté nord de la serre a été enterré. Et comme ça fait un principe de caveau à patates. Ça conserve, dans le fond, une fraîcheur en été et ça conserve aussi la chaleur en hiver. Donc, ça vient tempérer, dans le fond, la température à l'intérieur de la serre. Ici, on voit une photo à l'intérieur de la serre, de ce que j'ai travaillé. Donc, il y a des pneus ici. Les pneus ont été récupérés pour faire la structure de la serre. Regardez, tout l'intérieur a été isolé. Le toit a été très bien isolé pour assurer vraiment une bonne rétention de la chaleur. Une technique, je vous montre une technique rapidement. Les cucurbitacées, donc cocombe, citrouille, courge, comment on fait en permaculture? Ben, tout simplement, c'est que la butte ou l'endroit où on veut semer notre jardin, normalement, on fait le paillage à l'automne. Donc, on met du paillis à l'automne. On peut en rajouter un petit peu au printemps. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met des tas de terre, avec une ou deux pelletées de terre. On sème directement les cucurbitacées directement dans les tas et on laisse aller. Il n'y a pas de mauvaise herbe qui va pousser là et ça vient nourrir beaucoup les cucurbitacées. Donc, c'est pas mécanisé. Là. Mais c'est très efficace puis ça va très bien. Je l'ai même expérimenté chez nous, ça va très, très bien. On parle souvent de la butte en permaculture, donc je donne une idée. Ça, c'était des patates qui étaient plantées ici. Donc, quand on a déterré les patates à l'automne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé le sol de façon à ce que le sol se régénère. Donc, on a mis des feuilles mortes, beaucoup de feuilles mortes. On a mis des cartons, on ne le voit pas ici, là, mais par-dessus les feuilles mortes, on a mis des cartons. On voit les cartons qui traînaient ici sur le côté. Et par la suite, on a mis beaucoup de paille par-dessus. Donc, l'année d'après, ça devient une belle place pour cultiver des choses parce que ça vient de nourrir ton sol. Donc, en permaculture, on va travailler beaucoup. On ne nourrit pas la plante, on nourrit le sol. C'est le sol qui va nourrir ta plante. OK? Ici, on voit un autre exemple là, avec les cartons. Le paillage qui se fait à l'automne. Donc, l'ouverture, la fermeture du potager en permaculture est très, très importante. On ne laisse jamais le sol nu en permaculture. Jamais. Potager au cégep, quand on a fait le potager au cégep, on a fait les bacs, on a mis des cartons dans le fond, des feuilles mortes. OK? Et une fois qu'on a mis les feuilles mortes, on les a arrosées, puis on a mis la terre par-dessus. Ça, on appelle ça la technique en lasagne en permaculture pour. Normalement, on ferait plusieurs étages. Là, j'ai fait juste un étage, mais normalement, on devrait alterner carbone, azote, terre. Et dans le fond, c'est que la butte devient carrément du compost. Il va venir nourrir ton sol énormément. Petite technique avec ma laitue, qu'est-ce que je fais moi chez nous avec la laitue? Le paillage est à l'automne. Quand j'arrive pour planter mes plants de laitue, ben, tout simplement, je tasse les feuilles et je fais un trou, je plante mes plants de salade et une fois qu'ils sont plantés, j'arrose. Puis, je n'ai pas besoin de travailler plus que ça le sol. Je n'ai pas besoin d'enlever la paille et les feuilles mortes. Là. Les feuilles que je les laisse là viennent nourrir le sol. J'ai pas beaucoup d'insectes parce que bien souvent, les insectes vont venir manger les détritus qui sont morts, mais il y a assez de nourriture dans le fond qui ne viennent pas s'attaquer à la laitue parce qu'ils vont s'attaquer plutôt aux feuilles mortes et aux déchets qui sont. Donc, j'ai quasiment pas de limaces, quasiment pas de perce-à-l'œil dans mes laitues. Et regardez la production de mes laitues. Je n'ai aucun engrais. Je mets aucun engrais. Ça fait 5 ans que je cultive cette terre-là, puis jamais j'ai plus de. C'est juste du compost maison que je fais. Et là, pour terminer, c'est quoi la permaculture, d'après vous autres? Juste avant, Alain, il y avait une question de la part de Geneviève. Elle demandait est-ce qu'il y a une raison pour choisir les bacs plutôt que la butte?
Ah, les bacs, je ne recommencerai pas. Parce qu'en partant, c'est trop haut, puis quand c'est trop haut, ça sèche plus rapidement. Donc, je regrette un petit peu. C'est sûr que c'est intéressant pour des fois des enfants, des personnes plus âgées qui ont de la difficulté. J'ai essayé ça, j'ai fait d'autres expérimentations, mais dans certains cas, même une butte, c'est pas une butte, là, c'est carrément culture au sol direct. Si tu as un terrain que ça sèche rapidement, ben, fais pas une butte, ça va t'encouper, là, tu vas amplifier ton problème. Là. Donc, dans certains cas, c'est plutôt faire un trou dans le sol et mettre des feuilles mortes, du compost et bon, la technique en lasagne, mais vraiment au niveau du sol. OK? Fait que surélever, ce n'est pas nécessairement bon. OK? Il faut vraiment adapter à notre climat et à notre situation. Est-ce qu'il y a une autre question, Dani? Oui, de la part de Virginie, elle demande est-ce qu'on a besoin de retourner le sol? Non. Non. L'aération du sol. Donc, on ne retourne jamais le sol en permaculture. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser une grelinette. On va venir rentrer la grelinette ou tout simplement une fourche. Moi, je n'ai pas de grelinette chez nous, je prends une fourche. Et quand on sent que le sol est compacté, c'est qu'on rentre la fourche, on casse un peu, juste pour faire de l'espace pour que l'eau puisse pénétrer dans le sol et faire une certaine aération. Mais pas plus, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des micro-organismes qui vivent en surface du sol et plus profondément dans le sol. Et quand tu retournes ton sol, ben, tu viens de tuer tous ces organismes-là dans le sol. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. On va essayer de préserver le plus possible les organismes du sol. Donc, ceux qui sont en surface, on veut les laisser en surface, puis ceux qui sont en profondeur, on veut les laisser en profondeur. Donc, on va juste planter une fourche, casser le sol un peu, et on continue comme ça, mais on ne fait pas de labourage. Là. Jamais, jamais. À moins qu'on en fasse des fois au début, au tout début, disons qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, on va peut-être le faire, préparer le sol, mais après ça, on évite de retourner le sol. Parfait. On a une question de Sophie maintenant qui demande ici, au contraire, le sol est dans un creux, souvent détrempé. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un sol détrempé, ben à ce moment-là, c'est vraiment de faire une butte en hauteur. OK? Il faire du drainage, mais il y a aussi, il faut essayer de voir. Si tu as un sol qui est vraiment détrempé, est-ce qu'il y a des plantes qui aimeraient ce sol-là? OK? À la place de dire, ben, je vais planter des exemple du romarin. Un romarin, il a besoin d'une terre vraiment, vraiment bien drainée. Tu vas le tuer, ton romarin. Est-ce qu'il y a d'autres plantes qu'on pourrait mettre à la place? Donc, ce n'est pas de transformer la nature, c'est plutôt de dire comment on peut l'utiliser. Un sol détrempé, ça peut être très intéressant pour certaines plantes qui demandent beaucoup d'eau. Oui, c'est le cas chez nous aussi. Alors, je me posais un peu la même question. Merci, Alain. Oui. On aurait deux autres questions. Mathis demande, est-ce que c'est plus efficace que le jardinage traditionnel? Ben, je pense que tu y as déjà répondu dans ton exposé. Ben, écoutez, ça dépend. Moi, je pense que oui, parce que tu n'utilises pas d'intrants. Même qu'est-ce que je fais, je vais chercher des sacs de feuilles mortes chez mes voisins quand ils ont tout amassé. Je les amène chez nous parce que je n'ai pas un assez grand terrain pour avoir beaucoup de feuilles mortes. Et je n'irai pas acheter de la paille. Il y en a qui cherchent à acheter de la paille. Ben oui, mais tu peux utiliser d'autres choses pour pailler que de la paille. Parce que la paille, tu vas l'acheter, mais pourtant, tu fais le tour des quartiers résidentiels à l'automne, là, quand les feuilles mortes, là, et puis tu ramènes ça chez vous. C'est gratuit en plus. C'est ça l'idée un petit peu dans la permaculture. Comme moi, j'ai une haie de cèdre, une grosse haie de cèdre, mais je la coupe une fois par année, mais je ne le jette pas. Qu'est-ce que je fais? C'est que je mets mon cèdre dans les allées et je les mets sur mes framboises qui aiment beaucoup un sol acide. Donc, pourquoi j'irais m'acheter du pays quand je coupe ma haie de cèdre et que ça me fournit déjà du pays? Vous voyez un petit peu, c'est d'utiliser les choses là, comme ça, là, à plusieurs fonctions. Les choses, c'est d'avoir des éléments qui remplissent plusieurs fonctions et des fonctions qui sont remplies par plusieurs éléments qui vont assurer une résilience de ton système. OK? Donc, c'est vraiment cette philosophie-là. Ben, moi, j'ai une question pour tout le monde. C'est quoi la permaculture à fin de compte? Qu'est-ce que vous avez retenu? Hein?
Excusez, mal trouvé. Oui, c'est ça, ici. OK. Si je regarde avec l'ONU, l'objectif du développement durable, les 17 objectifs du développement durable des Nations unies, c'est quoi? Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre, à des coûts abordables, travail décent et croissance économique, industrie, innovation, infrastructure, inégalité réduite, ville, communauté durable, consommation et production responsable, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, vie aquatique, vie terrestre, paix, justice et institutions efficaces. Partenariat pour la réalisation des objectifs. Si on regarde l'éthique sur la permaculture et certains principes, c'est du développement durable. Dans le fond, là, la permaculture, la vision que les gens ont eue dans les années 70, au début des années 70, Bill Mollison et David O. Green, c'est du développement durable. Le mot développement durable était apparu dans les années 80. Okay? Dans les années 70, ces gens-là avaient déjà une vision de c'était quoi le développement durable. Ils se sont inspirés de la nature. Puis, comme je disais tantôt à quelqu'un, la permaculture, ce n'est pas juste du jardinage. Ça a parti de là, ça a été entretenu avec ça. Mais c'est les habitations, c'est ton mode de vie, c'est les relations avec les autres. C'est beaucoup plus. Ça, c'était mon punch. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Dani? Juste pour mentionner que Sophie a mis dans le chat le lien là, vers les vidéos que tu as présentées dans ta conférence, là, si jamais il y a des gens qui veulent les OK. C'est maintenant accessible. Sinon, j'aurais peut-être une petite question. Tu parlais tout à l'heure, Alain, les réglementations municipales. Est-ce que tu sais si par ici, à Terrebonne, Mascouche, les villes sont assez ouvertes à ce qu'on fasse de la permaculture sur nos terrains? Faire un jardin en façade, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Moi, j'éviterais un petit peu le jardin en façade parce que moi, chez nous, là, j'ai déjà 2 gros arbres. Et l'autre chose, c'est que le déneigement l'hiver amène plein de cochonneries. La souffleuse qui passe, qui amène la petite roche de la rue, puis les déchets de la rue qu'il y a eu pendant tout l'hiver. Je suis désolé, là, mais je ne veux pas ça dans mon potager. Fait que je garderai une certaine distance avec la rue. Amener ça jusque sur le bord, là, disons que j'ai une petite limitation là-dessus. On a une main levée, Camille Toupin. Ouais. Alors, tu peux allumer ton... Oui, c'est pour votre question, Dani. Moi, j'ai expérimenté chez moi avec l'aménagement paysager comestible. Oui. Donc, à place de mettre juste des arbustes esthétiques, on a planté des cannebergiers et des framboisiers. Super. Puis, on ne voit pas la différence, puis ça nous permet de récolter. Donc, ça serait peut-être une idée pour vous de cultiver la façade de la maison, mais c'est comme en arbuste comestible. J'ai déjà un gros pommier mature qui m'a donné quinzaine de caisses de lait de pommes cet automne. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Mais oui, pourquoi planter juste des fleurs? C'est sûr qu'il en faut des fleurs. Là. C'est important, les fleurs. Là. Okay, parce que ça nourrit les abeilles et tous les pollinisateurs. Là. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas planter de quoi qui peut te nourrir? Ben oui. Je voulais vous présenter peut-être ma littérature. Si vous voulez faire une lecture qui est simple, quand même pas trop longue, sur la permaculture, je vous conseille le site Permaculture Principe. Ça, c'est David O. Green, dans le fond, et vous allez avoir les 12 principes de base que David O. Green avait énoncés dans son livre qui s'appelle... ici, qui s'appelle Permaculture, principes et pistes d'action pour un monde de vie soutenable, mais qui est 600 pages, donc c'est assez difficile à lire. Okay? Donc, le site que je suis en train de vous présenter là, c'est un résumé, dans le fond, de ce que David O. Green a écrit dans son ouvrage qui est paru pour la première fois en anglais au début des années 2000. Et si vous voulez vraiment aller plus aux sources,
il y a le livre de Permaculture 1, Permaculture 2, qui a été écrit par Bill Mollison et David O'Green dans les années 70. Sinon, pour d'autres lectures, peut-être plus facile à lire, avec plus d'images, donc plus agréable à lire pour monsieur et madame tout le monde. Le Guide Larousse sur la permaculture. Il y en a d'autres aussi qui sont intéressants, donc vous pouvez lire. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y en a qui préfèrent poser des questions de vive voix, comme Camille l'a fait, vous ne gênez pas aussi. Là. Je vais être aux aguets pour les mains levées. Sinon, c'est possible encore de poser des questions dans le chat. Mettons qu'on n'a jamais fait ça, on n'a jamais osé faire un jardin comme vous en permaculture. Y aurait-il une stratégie plus simple de commencer, mettons, avec un plan puis d'y aller plus largement? Ben, est-ce que tu as de l'expérience de jardinage? Non, c'est ça l'affaire. Bon, c'est ça. C'est pas la permaculture qui va te montrer à jardiner. OK? Il faut que tu commences avec la base, faire les rudiments de base, être capable de partir des semis, être capable de repiquer tes semis, être capable de semer en pleine terre, comment récolter ton légume. Quand est-ce qu'il est prêt à récolter ton légume? Comment le cuisiner, ton légume? Moi, je suis surpris, là, je fais pousser de temps en temps quelques patates chez nous, puis je vois les gens qui viennent puis qui... Ah, c'est ça un plant de patates? Je dis oui. Ils n'ont jamais vu un plant de patates puis ils l'ont mangé toute leur vie. Fait qu'il faut commencer petit, OK? Puis commencer avec la base. Donc, moi, qu'est-ce que je conseille pour commencer à jardiner? Vraiment les rudiments de base du jardinage. OK? Donc, je vous conseille le livre de Lily Michaud, Potager en santé. Elle a écrit, je pense, 6 livres différents sur la tomate, sur le compostage, sur, sur l'arrosage. Donc, c'est pas la permaculture, ce n'est pas du jardinage. La permaculture ne te dit pas comment jardiner, les techniques de base du jardinage. OK? Mais c'est un atout sur savoir comment tu veux planifier tes affaires plus tard. Rien n'empêche de lire sur la permaculture, mais il n'y a aucune notion de jardinage que j'ai présentée aujourd'hui dans la conférence. Là. OK? C'est vraiment ça le défaut des gens. Les gens veulent se lancer en permaculture. Non, tu te lances en jardinage avant tout. OK? Donc, il faut que tu connaisses les rudiments de base. Une autre personne qui n'est pas pire à suivre, qui est Mélanie Grégoire, elle est vraiment pédagogue au niveau des erreurs que les gens font en jardinage. C'est sûr qu'elle utilise des engrais chimiques, puis on va dire de synthèse, et elle ne fait pas de paillage. Elle a une vision plus traditionnelle, là, conventionnelle du jardinage. Mais elle donne des très bons conseils pour quelqu'un qui débute. Après ça, peut-être que tu peux rajouter, demander les techniques qui sont plus propres à la permaculture, donc qui n'est pas de labourage, pas de travail du sol, le paillage et tout ça. Mais apprenez les rudiments de base du jardinage avant tout. Et commencez petit. On le dit souvent en permaculture, commencez petit. Commence avec des choses que tu aimes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je ne me souviens plus c'était qui. Je pense que oui, tu as bien répondu, Alain. Oui. Il y avait 2 questions, 2 mains levées, donc des gens de vive voix. Il y aurait d'abord Élisa Laroche, ensuite Camille. D'abord Élisa. Ben, en fait, moi, je voulais renchérir là, par rapport à Mélanie Grégoire parce que dans son livre, en fait, il y a beaucoup d'illustrations. Puis il marque, dans le fond, il y a des exemples de potager, par exemple, dans 1 mètre carré, avec déjà des compagnonnages de fait. Donc, pour quelqu'un qui est moins à l'aise ou qui a moins d'expérience, c'est vraiment super. Oui. Puis les insectes aussi, là, les insectes nuisibles sont illustrés avec ce qu'ils font, comment prévenir, tout ça. Fait que c'est quand même un très, très bon début. Puis après ça, avec le livre qui était, tu sais, comme les livres sur la permaculture ou le livre de Jean Martin Fortier là, sur le jardinier, là, je pense. Ouais, le jardinier maraîcher qui est super intéressant aussi. Qui explique bien, oui. Lui, il est intéressant parce qu'il donne des techniques quand même pour des plus grandes surfaces. Ben, on va dire des moyennes surfaces là, dans l'agriculture.
Mais il y a des techniques qu'ils utilisent qui sont inspirées, là, on va dire, de la permaculture, qui ne sont pas violentes, là, qui ne sont pas. Et c'est là que tu reconnais des vrais jardiniers là, qui pratiquent la permaculture. Ils ne vont jamais dire qu'ils font de la permaculture. Ils vont toujours dire qu'ils s'inspirent de la permaculture pour atteindre des objectifs plus durables, dans le fond. OK? Bien, merci, Elisa. J'apprécie. On aurait une question de Camille. Camille. Bonjour, Camille. Juste une minute, je dois gérer mon chien, désolé. OK. Oh. On va mettre la question sur pause. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Dans le chat, il y a Sophie qui invite tous les membres de la communauté collégiale à intégrer le comité potager dont vous faites partie, justement, toi, Alain et Sophie. Alors, si vous voulez partager vos connaissances, faites signe. On a Geneviève Côté également. Ah, ben, t'avais-tu fini, Camille, de gérer ton pitou? Oui, ma question, c'était justement à savoir comment on peut participer au potager du cégep. Ouais. Sophie qui va s'occuper de ça, c'est ça? Qui est bon pour déléguer, Alain. Ben, dans le fond, moi, j'invitais à nous envoyer un mio. Camille, si ça te tente, là, on est en train d'organiser, on veut pas que ça tombe à l'eau là, cette année, donc on veut le poursuivre. Alors, envoie-nous un mio à moi ou à Alain. Puis j'avais déjà pris aussi ton nom, là. Geneviève nous avait fait part là, de ton intérêt. Que, s'il y en a d'autres là, qui soient novices ou... c'est ça, qui ont envie de partager puis de pouvoir mettre la main à la pâte, gênez-vous pas. On pourrait peut-être faire une rencontre avec ceux qui sont intéressés de nous aider, de donner un coup de main. Une fois qu'on va avoir les noms. Excellent. Geneviève C. dit, pour débuter, moi, je recommande les haricots. On les met directement en terre, ça pousse tout seul. On peut les faire monter sur des fils ou un grillage. Tu es d'accord avec ça, Alain? Oui, oui. Et en plus de ça, les haricots, les légumineuses, ils amènent l'azote dans les racines, dans des nodules. Donc, ils vont ajouter de l'azote dans le sol de façon naturelle. Donc, c'est un complément, ça. Les haricots, c'est plus facile. Donc, c'est sûr que quand on jardine, on va essayer de commencer avec des affaires faciles à jardiner. Commencez pas avec le safran, OK? qui est un petit peu plus difficile à jardiner. Donc, il faut commencer avec des choses qu'on aime, des choses qui sont faciles à jardiner. Oui, les haricots, c'est une bonne chose. On a une question de la part de nul autre qu'Éric Dru. Ah, monsieur Éric. Oui, ça va bien. Moi, ce n'est pas une question, c'est une intervention. C'est pour ça qu'avec Alain, nous avions pris il y a quelques années maintenant une formation en permaculture. Puis moi, je sais que j'aime essayer pas mal de choses. C'est pour cela que moi, je parle souvent. En ce moment, je fais du maraîchage en permaculture. Parce que comme on l'a dit, hein, la permaculture, c'est un état d'esprit. Mais comme disait justement Alain, et pour appuyer Alain, des fois autour de nous, j'ai pas de paille. Pendant certaines années, j'ai acheté de la paille parce que j'étais assez... je voulais mettre en application ce qui était dit. J'ai lu du Jean-Martin Fortin, j'ai lu aussi Mélanie Grégoire. Enfin, mon épouse, c'est surtout elle qui est la fer de lance dans le domaine. En ce moment, c'est plus l'Académie potagère. Mais comme tu disais, qui est très intéressant, c'est faire aussi en fonction de ce qu'on a autour. J'ai pas beaucoup d'arbres autour de moi, j'ai pas beaucoup de paille. Donc, je fais un peu plus je dirais, du maraîchage intensif, qui vraiment est du jardinage en permaculture. C'est pour cela que tu as bien fait d'appuyer le concept. La permaculture, c'est bien plus que le jardinage. Voilà. Merci de ton intervention. Je crois qu'Elisa voulait reprendre la parole. Ce n'était pas une vieille main, c'est une nouvelle main levée. Oui, OK. Moi, je voulais juste dire aussi, là, par exemple, tantôt, on voyait en bac de bois, là, en genre de... En tout cas, là. Mais moi, cette année, l'année passée, en fait, là, j'ai fait l'expérimentation de culture, toute la famille des solanacées, là, les tomates, les poivrons, les aubergines, mais dans des pneus. Dans des pneus? Ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai fait une technique de lasagne aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que ça garde la chaleur. Fait que j'ai eu des productions malades mentales, là, comme j'ai jamais eu de ma vie. Fait que, il y a plein de choses des fois qu'on ne pense pas nécessairement, mais qu'on peut utiliser comme contenant ou avec des vieux Rubbermaid où on fait un double fond. Il y a des vidéos sur Internet comment faire, là, où on peut cultiver en bac à peu de frais, puis
en suivant les principes de permaculture et de récupération aussi. C'est super intéressant. C'est sûr qu'on n'est pas en contact avec le sol. J'avais juste un petit bémol. Les pneus, j'ai peur des fois avec la toxicité peut-être du caoutchouc, là, parce que ça sent toujours un pneu. Fait que si on sent que ça dégage de quoi. Fait que, oui. Puis la construction en pneus que je vous ai montré tantôt, c'est pas terrible au Québec parce que notre climat, il est très, très difficile. Il ne faut pas partir et dire je me fais une selle avec des pneus. Là. C'est parce que avec le gel, dégel, puis la pluie, puis la neige ici, là, le sol travaille énormément. Il faut faire attention. Okay? Ce n'est pas parce que ça marche en pays en Europe parce qu'il n'y a pas de gros gel à moins 25 l'hiver que ça va bien s'appliquer ici. Puis ça, il le dit très bien là, dans sa présentation, le monsieur. Il faut faire attention des fois à des outils qu'on essaye d'utiliser ici, mais en tout cas, je fais juste une petite mise en garde avec le pneu, là. Mais effectivement, ça a besoin de beaucoup de chaleur. Les racines, c'est ceux qui ont dû aimer ça. Et merci de ton intervention. Simplement mentionné, on avait prévu jusqu'à 14 heures, donc il restera encore une dizaine de minutes si vous avez des questions. Si Alain est d'accord pour y répondre, bien sûr. Oui. Fait signe que oui. Il y a Annie qui demande quels sont les légumes les plus faciles pour les débutants qui n'ont aucune expérience en jardinage. Tout à l'heure, on mentionnait les haricots. Est-ce qu'on en aurait d'autres? Bien, il y a des légumes de terre. C'est des légumes racines, mais c'est long. À part ça, attendez. Là. Mais ça dépend trop de ton niveau de compétences que tu as, là. Puis de temps que tu as à consacrer. Les haricots, c'est sûr que c'est simple. Je ne sais pas si Geneviève avait d'autres conseils de légumes faciles. Pas Geneviève, mais Elisa dit laitue et épinards. Laitue et épinards, moi, j'aime bien partir les laitues à l'intérieur. C'est plus facile que de partir à l'extérieur directement. Jean-Bernard suggère la roquette. La roquette. Il y a l'autre chose, il y a on appelle ça aussi les légumes perpétuels. Les légumes perpétuels, c'est des légumes que tu n'as pas besoin de ressemer à tous les ans. Exemple de légumes perpétuels que tout le monde connaît au Québec, la rhubarbe. La rhubarbe, ça pousse tout seul, puis tu le récoltes au printemps. Puis d'année en année, ça va te fournir encore. Il y a le topinambour. Je cultive un peu de topinambour chez nous. Le topinambour, c'est une mauvaise herbe. Là. Ça se répand. Là. C'est l'enfer. Il faut vraiment le contrôler. Là. Si tu fais pousser ça chez vous, il faut vraiment le mettre dans un coin. Puis être sûr que ça ne se répande pas ailleurs. Mais ça, tu récoltes ça, puis tu t'en pousses l'année d'après. Il s'agit qu'il y ait des petits rhizomes qui restent dans le sol, puis ça repart. Là. C'est fou. Là. Fait qu'il y a toute la série des légumes perpétuels qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à avoir, par exemple, sur le marché. Là. J'attendais la toute fin pour mettre le lien pour le tirage, mais on me dit de le mettre tout de suite. Donc, si vous voulez participer, là, vous pouvez aller cliquer sur le lien, il n'y a pas de problème. Il est déjà activé. Il y a eu beaucoup de suggestions, là, je ne les ai pas toutes notées, là, sinon de choses faciles à faire pousser. Geneviève C. Récidive, dit les feuillus, oui, c'est facile. Je n'ai jamais eu de chance avec les légumes racines. Bonhomme triste. Les légumes feuilles, la laitue, puis tout ça, là, essayez de ne pas la mettre trop au soleil. Parce que bien souvent, quand il y a un coup de chaleur, ça monte en graines et assez rapidement. Mi-ombre, c'est très bon. Puis là, je vois les Geneviève qui me dit oui. Geneviève C. Exemple, ils disent de mettre le basilic en plein soleil. Moi, je le mets à l'ombre sur mon balcon. Et j'ai des belles feuilles. Là. J'obtiens mes meilleurs rendements sur mon basilic. Fait que des fois, il ne faut pas nécessairement y regarder tout ce qui est écrit. Là. Pour les légumes faciles, j'en pense peut-être Mélanie Grégoire doit sûrement avoir une liste. Sinon, tapez légumes faciles à faire pousser sur Internet, puis vous allez en trouver des listes. Là. En tout cas, les questions qu'on reçoit, ça témoigne, Alain, que tu as donné le goût à plusieurs de faire du jardinage cet été. Si j'ai contaminé du monde, je suis bien content. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'en vois pas dans le chat. Je ne vois pas de main levée. J'avais écrit une plus haut en haut de ton message de Jean-Bernard Pilon. Je l'avais écrit une. Ah, OK. Je suis désolé. C'est parce que ça a comme défilé à un moment donné. J'ai un peu perdu le fil. Tu peux y aller, Jordan.
tantôt, vous avez parlé de permaculture en habitation et sociale. Et je me demandais, c'est quoi? Parce que moi, tantôt, comme je vois vous parlez de permaculture comme même temps d'une nouvelle science pour faire pour le potager, vous m'avez dit que c'était pas contrairement juste pour les jardins, mais le côté Donc, social et la permaculture s'intéresse vraiment à beaucoup d'aspects, là. Tout ce qui est habitation, économie d'énergie, le côté humain, la permaculture humaine. Il y a un livre qui a été, je ne sais pas si je l'ai encore, Éco-société, il y a la permaculture humaine. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si ça va répondre à ta question. Donc, Éco-société, un livre qui a été écrit, Permaculture humaine. Donc, ça va faire d'autres bébés dans le futur, la permaculture. Il va y avoir d'autres branches qui vont se développer. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jordan. Il va falloir que j'aille m'informer parce que je ne suis pas sûr encore de comprendre vraiment c'est quoi Parce que pour moi, la permaculture, c'est comme vraiment nouveau. C'est la première fois que j'entends parler de ça, puis j'ai été curieux pour ça que je suis venu voir ici. OK. Je m'attendais à avoir une conférence où on m'explique vraiment en grand terme une définition complète de la permaculture, voir exactement c'est quoi que je voulais, qu'on apprenait pour ça. Ça m'a ouvert un peu la voie vers un autre sujet que je ne connaissais pas. OK. Il faut que j'aille m'informer un peu plus dessus, je pense, de mon côté. Si tu vas sur Wikipédia puis tu tapes permaculture, si tu vas lire la définition, tu vas voir qu'elle est très, très, très longue. Et tout le monde qui donne leur définition propre de la permaculture ont toutes raison. Mais sont toutes différentes, leurs définitions. Parce que ça englobe beaucoup de choses. C'est très large. Puis moi, je te dirais que la permaculture, c'est vraiment du développement durable. C'est la meilleure définition que je peux que je trouve simpliste et facile à comprendre. C'est vraiment du développement durable. Parfait. Je vais noter ça parce que tantôt, j'écoutais un peu, j'entendais souvent le développement durable, mais je ne savais pas exactement si c'était vraiment ce que c'était. Là, je vais me faire une tête à partir de ce terme-là. Développement durable, tu t'en vas, tu tapes les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Puis là, c'est sûr que tu vas avoir plus de détails sur chacune des 17 objectifs de l'ONU. Chaque pays a ses propres objectifs au niveau du développement durable. Au niveau du Canada puis de la province de Québec, il y a des objectifs de développement durable qui sont définis, qui rejoignent, dans le fond, les développements durables de l'ONU. Fait que, il y a beaucoup de lectures que tu pourras faire là-dessus. Là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a beaucoup de gens qui te remercient dans le chat, Alain, qui ont beaucoup apprécié la conférence. Je voulais mentionner qu'il y avait 2 autres activités aujourd'hui. Il y en a une à 15 heures sur la pollution numérique. Les liens Zoom sont toujours disponibles là, sur le site du Cégep. Sinon, à 19 heures, une conférence de Philippe Bourque, le président du Bureau d'audience publique en environnement. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus, bien entendu. Merci beaucoup aux participants. Merci beaucoup, Alain, pour la superbe conférence. Merci beaucoup, tout le monde. Bon jardinage. Merci, bye. Bonne journée. Merci, bonne journée.